Cette semaine, je suis au club Kiyoshidokan de Laval. Êtes-vous prêts? Nous sommes prêts. Hajime! Je suis avec le sensei, M. Gilles Lachaine. M. Lachaine, bienvenue à Sport 9 Laval. Parlez-nous un peu du développement du judo à Laval. Développement du judo à Laval. Disons que ça s'est développé lentement. Là, ça commence à aller de mieux en mieux. Disons que le judo à Laval, ça a commencé il y a au moins une cinquantaine d'années. Moi, j'enseigne à Laval depuis 1970. Donc, ça fait un bout de temps. Et puis, ça s'est toujours développé au long des années. Présentement, c'est un petit peu stable. C'est pas un sport populaire comme le hockey et le soccer. Là. C'est difficile d'avoir une clientèle nombreuse parce que c'est un sport qui vient d'une autre culture avec une mentalité orientale. C'est pas tout le monde qui achète cette mentalité-là. Fait que... Qu'est-ce qu'on fait? Quand vous parlez, c'est un sport, une autre culture, évidemment, c'est un sport asiatique. Comment qu'on fait pour intégrer cette culture-là? Évidemment, là, on voit aujourd'hui, c'est un groupe qui est beaucoup plus d'adultes, mais comment on fait pour intégrer toute cette culture-là quand c'est des enfants? Bien, quand c'est des enfants, c'est plus facile parce que l'enfant, l'éducation, ça se développe au long des années. Comme quand il commence à aller à l'école, il apprend des comportements. Quand on les prend très jeunes, c'est super facile de leur inculquer des valeurs qui viennent de l'Orient. Comme par exemple, l'entraide mutuelle. C'est pas gagnant-gagnant ici, hein, c'est chacun pour soi. Au Japon, ben c'est l'entraide mutuelle. Fait que quand on travaille avec des jeunes enfants, on leur dit « Hey, lui, c'est ton ami, là. Fait que faut que tu fasses attention, faut que tu travailles avec lui, pas contre lui. » Et là, c'est plus facile à apprendre des valeurs comme ça. Puis c'est pour ça que quand ils sont très jeunes, ils vont arriver à 15, 16 ans, 17 ans, mais ils vont l'avoir déjà inculqué. Un adulte qui a déjà ses valeurs, tu essaies de lui dire, bien, essaye de penser aux autres. Puis il a toujours fait son chemin en étant me, myself and I. C'est plus difficile. On le sait, bon, évidemment, le judo est un sport de combat, évidemment, un sport d'opposition. Comment on fait aussi pour intégrer ça chez les jeunes et chez les moins jeunes aussi? La peur des combats et tout ça, comment on fait pour travailler avec les jeunes comme ça? Bien, moi, je le fais beaucoup sous forme de jeu. Dans le fond, ils ne s'aperçoivent pas qu'ils font du judo. On fait des jeux où il y a des actions qui viennent ressembler au judo. Fait que pour eux autres, c'est un jeu, mais pour nous autres, c'est une façon d'arriver à montrer comment faire tomber quelqu'un. Par exemple, on va faire un jeu une équipe contre une autre équipe où on a le droit d'amener l'autre au sol plutôt que de le faire tomber. Fait que là, je leur dis au début, bien, on l'amène doucement au sol. Là, ils apprennent à apprivoiser le sol. Après ça, quand on commence à montrer des techniques où on fait tomber l'autre, ils ont déjà appris comment apprivoiser le sol, puis comment tomber, puis ils ont moins peur. Chez les adultes, c'est plus complexe, là, mais l'adulte, on y va très graduellement. On ne fait pas beaucoup de chutes au début, on fait surtout du sol. Puis quand leurs conditions physiques s'améliorent, on dit « OK, on va commencer à tomber. » là. Après ça, bien, un coup qu'ils ont vu que c'était pas dangereux, ils se lancent, puis ils ont confiance. On va passer du côté théorique. On va aller voir deux élèves, puis vous allez me montrer ça, comment qu'on fait de passer à apprendre à bien tomber au sol et avec les jeunes pour comme vous dites, pour apprivoiser tout ça. Fait qu'on va aller chercher deux élèves puis on va apprendre ça. Bon, fait qu'on va passer maintenant au côté pratique de la chose. Fait qu'on va vous faire apprivoiser comment bien tomber, j'imagine, c'est ça? C'est ça. Donc, quand je commence, là, on est chanceux, on a des partenaires qui sont expérimentés, mais on va montrer le cheminement assez rapide, comment on arrive à débuter, comment tomber pour arriver à faire la vraie chute là, qu'on est censé faire. Fait qu'au début, je vais leur dire, on commence à genoux. Fait que vous allez vous mettre à genoux, montrer à genoux. Peut-être mieux de le faire face à ici. On va le faire par ici. Donc au début, je leur demande d'être à genoux et puis de faire une roulade. Donc vous faites une roulade à genoux, par en avant. Rentrez la tête, roulez. Poussez fort avec les pieds. Donc là, ils voient que c'est pas si pire. Fait que là, je vais leur demander de lever juste une jambe. Juste une jambe. Mettre les mains au sol. Rentrer la tête. Pousser fort avec les pieds. Et là, voyons, on augmente la grandeur de la chute. Ça, on fait faire ça pendant plusieurs cours. Là. Quand ils maîtrisent ça, bien là, ils sont rendus à cette étape-là. On leur dit,
Maintenant, tu fais encore la même chose. Tu te mets à genoux, un genou soulevé. Puis là, pour leur montrer que la chute va être à peu près à la même hauteur, je vais dire, reste de même, mais lève ton autre jambe, pointée par ici. Non. Lève ta jambe, puis reste en petit bonhomme. Mets-la à côté, à côté. Je vais le faire. Donc, ils sont comme ça. Là, je dis, tu restes à la même hauteur, mais tu te places comme ça. Donc là, ils sont debout, mais ils pensent qu'ils sont en bas. Et là, je dis, tu fais la même chose, tu roules. Et ils n'ont pas peur de la chute parce qu'ils sont à la même hauteur. Après ça, je dis, là, vous augmentez la hauteur. Fait qu'on va le faire un petit peu plus haut. Donc, prenez une chute debout, levez votre jambe, puis un petit peu plus haut. Puis là, roulez vers l'avant. Et là, il s'approche vraiment de la chute. Après ça, il va rester à apprivoiser la chute avec un partenaire. Mettons, Marianne, tu veux faire tomber Rémi? Mettons, c'est Wenagé. Donc, quand ils sont rendus là, voilà. Fait que c'est les étapes. Souvent, on voit comme en judo, les chutes, on voit souvent avec la tape et tout ça. Pourquoi? Pourquoi? OK, bien, la frappe, c'est un impact avec le sol. Puis, quand on frappe le sol, le message passe par les courants, les nerfs, les tendons. Et puis, il va aller vers la colonne vertébrale pour aller jusqu'au cerveau. Et quand on tombe, l'impact de l'endroit où on tombe va monter dans la colonne vertébrale, faire un message au cerveau que ça peut faire mal. Fait que la frappe va contrecarrer le message du corps qui frappe le sol pour empêcher le message de se rendre au cerveau. Ça veut dire, plus il tombe fort, plus il faut qu'il frappe fort pour que ça s'intercepte au niveau du conduit au cerveau. Fait que t'es mieux d'avoir mal au bras que dans le dos? Si tu veux. Parce que ça peut arriver que les gens ne tombent pas fort, mais ils frappent fort. Puis là, ils disent « Oh! » Mais je dis, il faut que tu frappes la force de la chute. C'est pour ça, tantôt, quand Rémi est tombé fort, il a frappé fort. Mais s'il ne frappe pas fort, le message monte au cerveau, il dit « Oh! » Ça fait un peu mal. Mais je ne dis pas qu'il va se faire mal parce que si c'est bien tombé, il reste qu'en général, l'impact avec le sol, plus il est réparti sur une grande surface, moins ça fait mal. Si c'est sur un coude, c'est une petite surface, là, ça risque de faire mal. Là, on voit qu'il y a des tapis. Tu sais, mais OK, nous, le commun des mortels, on connaît les tapis bleus des écoles. Tu sais, Oui. Évidemment, c'est un peu plus rigide comme tapis. C'est quoi la composition d'un tapis de judo? Ah ben ça, c'est du polyuréthane qu'il y a là-dedans. OK. Puis il est recouvert d'une cuillerette. Mais c'est sûr que nous autres, on appelle ça un dojo. Peut-être si tu relèves un petit peu le tatami, montrer qu'en dessous, il y a quand même un sous-plancher. OK. Ce qui fait que ça absorbe l'impact encore plus que s'il y avait le tatami juste directement sur le béton. Fait que c'est pour ça qu'on met des sous-planchers. Mais souvent, dans les gymnases, je m'excuse, on met le tatami, puis le plancher est du terrazzo. Là, tomber là-dessus, c'est dur. Puis si on y va, dans l'ancien temps, là, quand les Japonais, tout ça, là, les premières heures de judo, est-ce que ça existait, ces tapis-là, ou c'était vraiment sur le plancher? Non, c'était des tapis de paille, en paille tressée. Et puis la paille tressée, on sait qu'à force de tomber dessus, la paille, elle s'aplatit. Puis il y a moins d'air qui passe, fait qu'à un moment donné, ça devient très dur. Fait que les Japonais, étant donné que dans leur pays, toutes les maisons ont des tapis en paille, ce qu'on appelle des tatamis, bien, eux autres, dès qu'ils étaient aplatis, ils changeaient le tatami. Donc, nous autres, on ne pouvait pas faire ça au début. Fait que dans les années 50, 60, quand on achetait des tatamis en paille, bien, ils coûtaient cher. Fait qu'on ne pouvait pas en racheter. Fait que qu'est-ce qu'on faisait? On s'habituait à tomber sur du dur, puis c'était vraiment dur. Puis là, vous parlez, les années 50. C'est quoi l'évolution du judo? Tu sais, on va parler, on ne verra pas trop loin, mais ça, on parle, mettons, des années 70 que vous avez commencé à entraîner. Puis à aujourd'hui, c'est quoi qu'est-ce qu'il y a eu comme évolution dans le monde du judo? Bien, ce qu'il y a eu comme évolution, c'est surtout au niveau sportif. Au niveau sportif, quand moi, j'ai commencé à faire du judo à l'adolescence, il n'y avait pas de catégorie de poids. Fait que quand on allait faire des compétitions, vous imaginez, je pesais 110 livres. Et puis là, bien, on compétitionnait avec des gens de tout poids. Fait que ça m'est arrivé dans mes premières compétitions, je rencontrais des
des gars qui pesaient 190 livres. Ça, c'était partout dans le monde, là, qu'il n'y avait pas de catégorie de poids. C'était le judo pour tous. C'est ça. Il n'y avait pas de catégorie de poids. Puis, à un moment donné, ben, quand le judo est devenu assez populaire, ils ont fait des Jeux olympiques. Et puis, ils ont fait des championnats du monde parce qu'avant, on faisait des compétitions, mais ce n'était pas des compétitions officielles au niveau international. Donc, quand il y a eu, je pense que c'est au 3e championnat du monde en 1961, qui ont commencé à créer des catégories pour préparer les Jeux olympiques, pour le rendre populaire. Parce que s'il y avait juste du toute catégorie, ça aurait été juste des poids lourds qui auraient gagné. Ils ont fait 3 catégories. Ils ont fait poids léger, poids moyen, poids lourd. Fait que si je vous écoute, ça fait pas si longtemps que ça que le judo est aux Olympiques. En 1964. Oui, naturellement, c'est apparu aux Jeux olympiques de Tokyo en 1964. Puis comme on sait, aux Olympiques, le pays qui reçoit les Olympiques a le droit d'amener une nouvelle discipline. Fait que les Japonais ont dit, on amène le judo. Et c'est comme ça que le judo est devenu discipline officiellement en 72, parce qu'en 68, à Mexico, il n'y a pas eu de judo. Et en 72, à Munich, là, le judo est devenu une discipline olympique officielle. Puis depuis ce temps-là, il y en a. Puis les femmes, c'est arrivé un peu plus tard. Les femmes, je pense que c'est en 88, si je ne me trompe pas, que le judo est... Dans un autre pays asiatique, à Séoul. À Séoul, c'est ça. Parce que les premiers championnats du monde, je pense qu'ils ont eu lieu aux États-Unis en 1980 ou 81. Puis là, il fallait qu'il y ait une majorité de pays qui pratiquent le sport pour que ça devienne une discipline olympique. Et là, comme il a été propagé à travers le monde, qu'il y avait beaucoup de pays, c'est pour ça qu'il est devenu discipline olympique un petit peu plus tard. On le sait, au judo, bon, il y a des grades, il y a des ceintures et il faut passer certains niveaux. Parlez-nous un peu de ça. On voit ici, là, vous êtes rendu, là, votre ceinture est rouge et blanche. Il y en a des brunes, il y en a des vertes. Parlez-nous un peu de la progression de ça. OK. La progression, disons que, Jigoro Kano, celui qui a inventé le judo, lui, au moment où il a inventé le judo, il avait créé la ceinture noire puis la blanche. Il n'y avait pas de couleur. Et puis après ça, dans les ceintures noires, à un moment donné, il y a eu des élèves qui ont fait beaucoup de judo. Ils ont atteint des niveaux de maîtrise où là, le fondateur voulait différencier celui qui avait un début de connaissance de judo, parce que pour les Japonais, la ceinture noire, c'est le début. Avant, encore aujourd'hui? Ah oui, oui. Quand tu portes pas la ceinture noire, pour eux autres, tu n'es pas quelqu'un qui commence à faire du judo. Avant, tu apprends, mais tu n'en fais pas du judo. Pour eux autres, faire du judo, c'est d'être capable de maîtriser les techniques puis être à l'aise d'en faire. Fait que quand tu es ceinture blanche, parce qu'au Japon, il n'y avait pas de couleur, tu fais de ceinture blanche longtemps, puis à partir du moment où tu étais noir, là, tu commençais à avoir du plaisir à faire du judo. Puis si tu en faisais longtemps, la ceinture noire, on donne des degrés dans la ceinture noire qui sont des dan. Donc, le premier dan, deuxième, troisième, quatrième et cinquième dan qui sont de couleur ceinture noire. Puis à sixième dan, la ceinture devient rouge et blanche, ce qu'on appelle la ceinture du maître. Et après ça, la ceinture blanche et rouge va être pour le grade de sixième, septième et huitième dan. Et puis à neuvième dan, là, c'est... Plus de ceinture. C'est ceinture rouge. Et là, c'est grand maître, si vous voulez. Puis vous, comment vous êtes arrivé à cette... Quand même, on s'entend, là, vous avez dit c'est la sixième dan, là, c'est rouge et blanche. Là, je suis septième dan aujourd'hui, parce que, comme j'ai dit, sixième, septième et huitième, c'est la même couleur. Puis ceux qui sont de tradition japonaise ne mettent pas afficher les grades. Comme ici, dans la classe, vous allez voir, il y a plusieurs ceintures noires, mais la plupart n'ont pas le dessin qui démontre quel grade qu'ils ont. Fait que j'ai des premiers dan sur les tatamis, des deuxièmes dan, troisième dan, quatrième dan, cinquième dan. Puis j'ai même formé une sixième dan qui est ma conjointe. Et c'est la seule sixième dan du club pour le moment, mais j'espère en avoir d'autres. Elle n'a pas eu de passe-droit, là. Oh, pas du tout. Je pense que c'est elle qui a travaillé le plus pour l'avoir, mais elle fait beaucoup de compétitions. Parce que pour avoir la ceinture noire, si on est jeune, on est obligé de faire de la compétition. Puis quand on est plus vieux,
on n'est pas obligé de faire la compétition. Mais comme elle était jeune, elle était obligée de faire ses grades de compétition. Là. Premier dan, deuxième, troisième, quatrième, puis cinquième dan. Le sixième dan, elle avait arrêté la compétition. Puis comment qu'on fait? Vous l'avez dit, bon, pour passer les dames, il y a des compétitions, mais comment on fait pour changer de ceinture? Parce que là, ici au Québec, on le sait, il y a différentes couleurs de ceinture, mais comment on fait pour changer de couleur? Pour changer de couleur, ce qui arrive, c'est qu'il y a un monsieur en France qui s'appelait Kawashi, que lui, il a proposé aux Européens, et surtout aux Français, vu qu'il enseignait en France, des ceintures intermédiaires entre la blanche et la noire, parce qu'il s'est rendu compte que les Occidentaux, on est moins patients. C'est d'ici, je mets des couleurs pour aider les gens à patienter. Ils vont quand même, sur le tatami, se différencier des autres. Fait, quand les gens vont voir une couleur, ils vont dire « Ah, lui, il en sait plus. » c'est là qu'on Kawashi a mis la ceinture jaune, orange, verte, bleue, brune ou marron, ça dépend. Et puis, ben, la noire était déjà là. Et là, ça s'est propagé à travers le monde, avec quelques petites différences de pays. Certains pays, au lieu de mettre, mettons, la bleue, ils vont mettre la mauve. Mais c'est à peu près la même chose. C'est juste une différence de pays, mais c'est le même nombre de ceintures. Puis vous, comme sensei, est-ce que vous avez eu à aller au Japon une couple de fois dans votre carrière ou c'est vraiment tout votre apprentissage était ici? Je suis allé 3 fois au Japon. Puis la première fois, je suis allé faire un stage intensif au Japon. La deuxième fois, je suis allé vivre au Japon. Parce que je me suis dit, je veux vivre à mon rythme l'apprentissage du monde des arts martiaux. Parce que j'ai pas fait juste du judo. J'ai fait de l'aïkido aussi. J'ai fait du karaté là-bas. Puis je voulais y aller à mon rythme. Fait que c'est pour ça que j'ai vécu au Japon. Puis la troisième fois, je suis allé à cause que les championnats du monde de kata, parce que j'ai beaucoup d'élèves qui font des kata ici, puis 2 de mes élèves ont gagné la médaille de bronze au championnat du monde. D'ailleurs, c'est les seuls Canadiens qui ont gagné des médailles au niveau mondial. J'ai été un peu surpris. On sait les katas, bon, en karaté, on le sait que ça existe, mais un kata en judo, ça ressemble à quoi? Kata en judo, c'est une chorégraphie, si vous voulez, préarrangée, mais différemment du karaté. Les autres, ils font des chorégraphies avec un partenaire ou un adversaire imaginaire. Nous autres, il est réel. Donc, le partenaire attaque, mais comme c'est une chorégraphie qui a été montée par le fondateur ou par des maîtres, l'attaque est précise, puis la contre-attaque est précise. Mais pour être évalué comme étant un bon kata, il faut qu'on puisse voir le réalisme de l'attaque, il faut qu'on voit la précision de l'attaque, il faut qu'on voit la beauté du mouvement. C'est pas juste faire un mouvement, puis c'est pas beau à voir. Jigoro Kano, qui est le fondateur, voulait que ce soit un art. Fait qu'un art, c'est toujours référence à la beauté du mouvement. Fait que quand tu arrives au championnat du monde de kata, est-ce que les katas sont prédéterminés, tout le monde doit faire les mêmes ou c'est vraiment une création de chaque athlète? C'est des katas prédéterminés, mais il y a 5 catégories actuellement catégories de kata, dont chacun de ces katas-là veut démontrer des facettes du judo. Par exemple, j'ai 2 de mes élèves qui vont au Panaméricain dans une semaine pour défendre leur titre parce qu'ils sont championnes panaméricaines actuellement. Ils sont ici? Non, ils ne sont pas ici ce soir, malheureusement, parce que je vous les aurais présentés. En plus, c'est assez original, c'est la mère et la fille. Donc, c'est ma conjointe puis ma fille qui sont championnes panaméricaines qui vont défendre leur titre au Costa Rica, c'est ça. L'année passée, ils ont gagné la médaille d'or au Panama. Et puis, peut-être, si tout va bien, ils vont peut-être avoir la chance de faire les championnats du monde parce que ma conjointe, elle a fait 5 championnats du monde. Elle a été 6 fois championne canadienne. Fait que là, c'est la fille qui dit à maman, je veux aller moi aussi faire des compétitions. Donc, ma conjointe qui pensait arrêter la compétition a dit « OK, c'est une belle expérience avec ma fille. » Et souvent, je demande la même question au père entraîneur parce que c'est pas toujours facile. Comment qu'on fait pour bien gérer? Là, c'est pas juste le père entraîneur, c'est le conjoint entraîneur et père entraîneur qui doit être contre 2 madames, contre le coach papa. Alors, comment qu'on gère ça? Des fois, c'est pas facile. Pas facile parce qu'à quelque part, je suis quand même très proche d'eux autres. C'est quand même ma conjointe puis ma fille, mais j'essaie de rester quand même assez strict dans la pratique
Puis je pense qu'ils m'en sont reconnaissants parce qu'ils se disent, quelque part, ben ça donne du résultat. Donc, quand des fois, je suis un peu sévère en disant non, recommencer, c'est pas comme ça doit être fait de même. Des fois, ils me regardent, je dis non, c'est pas comme ça. En plus, je suis juge de kata. Je vais juger au Costa Rica, mais dans les critères des juges, on n'a pas le droit de juger notre pays. Donc, Encore moins sa conjointe, j'imagine. Encore moins ma conjointe et ma fille. Donc, je ne les juge pas dans les compétitions parce que c'est l'éthique. Ouais. Mais ils savent que je connais les critères puis qu'est-ce qui doivent être maîtrisés puis pour qu'ils soient super bien évalués. Fait que je pense qu'ils écoutent bien. Fait que même s'il y a des fois on a des périodes un peu difficiles, au bout du compte, c'est gagnant. Pour terminer, vous l'avez dit, vous êtes entraîneur sensei depuis 1970. Qu'est-ce qui vous garde encore dans ce sport après tant d'années? Bien, ce qui me garde dans ce sport, c'est d'avoir trouvé une discipline où on apprend à améliorer sa condition physique, puis en même temps, on améliore nos relations humaines. Ça, pour moi, c'est ce qui fait que c'est plaisant d'enseigner le judo, puis de voir que les gens sur les tatamis, c'est pas des ennemis, c'est des partenaires avec lesquels ils veulent apprendre à s'améliorer dans ce sport-là qui est le judo. Et aussi améliorer leurs conditions physiques, améliorer leurs relations. Parce que c'est pas toujours facile quand dans la vie, on n'est pas habitué à perdre. Hein? Fait que sur le tatami, on apprend à perdre. Puis je pense que c'est ça qui me garde dans l'enseignement, de voir des gens qui ont du plaisir à s'améliorer. Voilà. Bien, merci beaucoup. Puis ça paraît que vous êtes un passionné. Puis j'espère que vous êtes là pour encore bien des années. Je suis présentement avec M. Patrick Roffi, le président de l'Association régionale de judo Laval. M. Roffi, parlez-nous un peu des conditions du judo à Laval. On le voit ici, on est dans un dojo avec des colonnes dans le milieu, des tapis pas finis. Qu'est-ce que vous espérez pour le judo à Laval? Bien, c'est sûr qu'on aimerait bien avoir un local un peu plus grand, un peu plus moderne, mieux installé. Pas de colonne, parce que c'est un peu problématique quand on fait certaines formes de kata, des techniques qui prennent un peu plus d'espace, de largeur. Ce que j'aimerais bien au niveau de l'association qu'on ait à Laval, c'est des petits dojos de quartier, okay, pour commencer, pour faire de l'initiation, pour amener les jeunes à faire du judo. Et ce qui nous empêche, dans bien des cas, c'est qu'il faut enlever les tapis, les replacer. La salle sert à d'autres choses, d'autres activités. Alors, on pourrait regrouper plusieurs activités ensemble dans une petite salle d'à peu près comme une salle de classe. Pour commencer, dans les quartiers. Je sais que Laval fait des centres de services, des centres communautaires. On pourrait intégrer ça facilement dans des centres comme ça, pour amener une base d'adeptes qui font du judo par plaisir, par loisir, et éventuellement ressortir la crème de ces jeunes-là, pour les amener dans un centre d'entraînement régional qui servirait un dojo comme le nôtre, qui existe depuis plus de 40 ans à Laval, qui a développé des ceintures noires, qui a eu des succès en compétition internationale. Et à ce moment-là, on pourrait avoir un dojo qui pourrait nous permettre d'accueillir des entraînements régionaux, des compétitions régionales ou même un peu plus des passages de grade, des stages de niveau provincial, et amener une espèce de maison de regroupement là, pour que les jeunes puissent se retrouver. On est quand même 7 clubs à Laval. Chacun, bon, il y en a 2 qui sont 2 clubs privés, qui sont quand même dans des petites installations. Et puis les autres, c'est des cours de quartier. Alors, c'est les loisirs qui s'en occupent. Et c'est bon, on place les tapis, on déplace. Et il n'y a pas forcément c'est difficile de sortir des jeunes de là. Et quand je vois des clubs qui ont des environnements déjà tout aménagés, que c'est stable, que c'est permanent, là, il y a des gens qui sont portés à venir plus souvent. La maison est ouverte, ils peuvent venir quand ils veulent s'entraîner. Et puis, à ce moment-là, ça développe un esprit d'appartenance à un club. Si on parle, bon, vous dites qu'il y a 7 clubs à Laval, là, en tout et partout. Combien que de jeunes qui pratiquent le judo à Laval? En ce moment, on est à peu près entre 250 et 300 affiliés à Laval. On a eu des très bonnes années, il y a quelques années, où à Laval, on était plus de 500-600 à pratiquer à Laval. Pourquoi il y a eu une baisse?
c'est difficile à comprendre, mais on travaille fort pour ramener ça à un niveau un peu plus élevé. On travaille aussi pour amener des événements d'envergure, soit des championnats provinciaux, des championnats nationaux. Peut-être l'année prochaine, peut-être un championnat élite. En tout cas, on le souhaite, on se croise les mains. Et puis, on avance là-dessus. Déjà, je peux vous dire, le 29 avril, on va avoir une compétition régionale à l'école Georges Vanier qui va regrouper tous les clubs de Laval, ainsi que 2 clubs invités de la Rive-Nord. Puis l'année prochaine, on va rééditer notre compétition interrégionale au mois d'octobre. Fait que, en gros, ça nous prend un centre régional pour les sports de combat. Oui. Pas juste du judo. Bon, on avait, là, quelques semaines, j'étais en taekwondo. Et aussi, c'est la même problématique. Ils font du taekwondo sur du terrazzo d'école. Vous faites du judo avec des colonnes. Alors, j'imagine que d'autres sports de combat, que c'est à peu près la même problématique. Où est-ce qu'ils n'ont pas de centre permanent? Où est-ce qu'ils doivent monter et démonter? Fait que ça serait peut-être un vœu à la Ville de Laval de demander un centre régional de sport de combat. Ben oui, c'est sûr. Puis je suis certain que il y a plein d'autres activités qui seraient possibles de faire. Là. Je pense à des clubs d'âge d'or qui ont besoin, mettons, d'un plancher pour des activités physiques. Puis, ou ça peut être des cours de yoga, ça peut être n'importe quoi qu'on pourrait développer aussi dans ce local-là. C'est pas forcément des cours de judo, d'arts martiaux le soir, puis que le jour, il n'y a rien à faire dedans. Là. Même les policiers n'ont même pas de centre d'entraînement, de technique de combat. Ça serait un endroit où ils pourraient venir s'entraîner. Fait qu'en gros, comme j'ai dit à une autre émission, ça nous prend un centre Claude Robillard, mais à Laval. Oui, oui, définitivement. Là. Puis il y a sûrement de la demande. Bien, il y a de la demande. Oui, c'est sûr, il y a beaucoup d'organismes qui en auraient besoin. Puis je suis certain qu'une fois qu'il y a du monde dans le centre, on va s'en occuper, on va le faire bouger, on va faire en sorte qu'il y ait beaucoup de monde qui vienne le voir. Bien, j'espère, puis on se retrouvera dans ce centre-là dans quelques années. Merci beaucoup, M. Rocky. Merci. Alors, j'espère que vous avez appris cette semaine sur le judo. Et puis, sur ce, on termine. Maté! Bonne semaine, tout le monde.